Salut, rebonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui n'étaient pas là ce matin et qui sont là cet après-midi. Merci beaucoup d'être ici pour qu'on suive ensemble cette première course de la saison de Formule 2 et j'ai très hâte. Alors déjà, merci beaucoup aux nouveaux qui ont follow la chaîne entre les deux lives, c'est-à-dire Briochem85, Survivorxy et Psybcho-Chess. Merci beaucoup à vous trois. À ceux qui étaient là ce matin. On a suivi la F3, on a suivi une masterclass d'Arvid Lindblad. On a suivi aussi le premier point de Sami Mektounish, même s'il a eu une course un peu plus compliquée. Bonjour, prêt pour une masterclass de Villa Gomez, nous dit Nitram Nitrin. Ouais, enfin... Après, Villa Gomez, il partira 14e. Et ça reste quand même une bonne surprise, alors que voilà, c'est probablement l'un des pires pilotes, avec une certaine marge, je pense. Mais quand même, bah, il a fait 14e, donc voilà, peut-être qu'il est... Voilà, faut peut-être arrêter de le sous-estimer à ce point, je sais pas. En tout cas, voilà, ça va être quelque chose à suivre. Pour ceux qui n'ont pas suivi les qualifications, je fais un petit rappel, c'est tout d'abord Kouchmaini qui avait fait la pole position devant Gabriel Bortoleto, son coéquipier. Donc c'était un peu venu à la surprise générale. Kouchmaini, le pilote indien, qui avait pris la pole avec 2 dixièmes d'avance. Mais le souci, c'est que Kouchmaini a été disqualifié pour une infraction technique, a priori qui n'a pas changé grand-chose au niveau de la performance. Mais voilà, le règlement est le règlement et malheureusement, c'est pas tombé du bon côté pour Kouchmaini et pour Invicta. Du coup, ils ont été disqualifiés et autorisés à prendre part aux deux courses quand même, évidemment, faut pas abuser. Donc Kouchmaini partira du fond de la grille pour les deux courses. C'est dur, c'est dur surtout enfin, après avoir fait la pole, après avoir eu provisoirement deux points dans son escarcelle au final. Voilà, il sera dernier, ça va être très compliqué de marquer des points. Peut-être demain avec la course principale, on sait que c'est plus facile de remonter puisque il y a des histoires de stratégie, il y a des histoires de voilà d'arrêt au stand qui peuvent un peu rebattre les cartes. Là pour la course sprint d'aujourd'hui, ça va être compliqué de remonter. Donc celui qui a pris les 2 points et celui qui a pris la pole position, c'est bien le tenant du titre de Formule 3 sur sa première qualif, Gabriel Bortoleto, qui avait fait la pole position hier, avec une excellente deuxième place d'Isaac Hadjar. Cependant, pour ceux qui étaient là ce matin en F3, les premières courses du week-end, c'est les courses à grille inversée. En F3, on inverse le top 12 vu qu'il y a 30 pilotes, et en F2, vu qu'il n'y a que 22 pilotes, on inverse les 10 premiers. Donc du coup, Gabriel Bortoleto partira de la 10e place, Isaac Hadjar partira de la 9e. Et donc, avec tout ça, sur la grille inversée, la pole position de cette course d'aujourd'hui est offerte à celui qui a fait 10e de la qualif, et donc Jack Crawford. Et donc Jack Crawford, j'avoue que moi, personnellement, je suis un peu déçu, car c'est exactement ça. Moi, j'espérais que voilà, Taylor Barnard pourrait partir en pole position. Vous connaissez mon affection pour ce pilote qu'on suit depuis pas mal de temps. Désormais, le pilote britannique de 19 ans, mais du coup, qui s'était qualifié originellement 10e, mais avec la disqualification de Maini, ça l'a fait remonter en 9e place. Mais du coup, bah voilà, il a perdu sa pole pour la grille inversée. Il partira quand même 2e aux côtés de Jack Crawford. Voilà, Jack Crawford qui est l'homme des grilles inversées, j'ai envie de dire. Hein. C'est voilà, l'an dernier, il a bâti une très grande partie de son capital de points sur sur ces courses-là, sur ces courses à grilles inversées. Et là encore, il a été chanceux. il a profité vraiment de la disqualification de Maini pour prendre cette 10e place et cette pole pour aujourd'hui. Xelancat qui nous demande, à ton avis, la Préma sera un peu mieux qu'hier ou c'est mort? C'est jamais mort, Préma, ça reste Préma. En vrai, je pense que Préma sera meilleur qu'en qualif. Pour les Préma, évidemment, j'en ai pas parlé, mais les Préma se sont qualifiés très loin. 17 et 18e, 17e pour Antonelli, 18e pour Berman. On avait un peu vu hein, lors des tests de pré-saison que ça avait été très compliqué. Berman disait qu'ils n'étaient pas là où ils voulaient être, qui pensaient quand même avoir compris des trucs sur la voiture, mais bah au final, voilà, ça fait 17 et 18 en qualification, donc ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu pas mal de difficultés sur
Sur ce circuit, déjà l'an dernier, voilà, en fait, on s'y attendait. On s'attendait pas à une telle débandade, hein, 17 et 18. Mais quand même, il y a moyen que ça soit mieux. Puisque l'an dernier, ça avait été mieux en rythme de course, mais ils avaient terriblement pêché sur la dégradation pneumatique. Donc voilà, en fin de course, là aussi, ça peut être compliqué. Je vais passer, je vois que le live timing vient d'être chargé, donc je vais passer avec la diffusion. Trop dégoûté pour Préma, Alexa joue la kiffance. Bah, oh, c'est vrai que Préma, ouais, c'est pas forcément une équipe que j'apprécie particulièrement, parce que bah, c'est un peu l'équipe dominante. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'équipe dominante par excellence, et c'est vrai que les voir un peu derrière de temps en temps, ça met un peu de piment. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que dans tout ça, Antonelli, il a battu Berman. Ça, ouais, ça a profité pour se moquer d'Antonelli sur les réseaux sociaux. J'ai vu, hein, j'ai vu. Alors que Antonelli a battu son coéquipier. Enfin, c'est son coéquipier que tout le monde voit en F1. Salut Homero, salut à ceux qui rejoignent dans le chat. Je trouvais ça bizarre que Martins a été en difficulté, peut-être un circuit qu'il n'aime pas. Ça me paraît difficile de dire ça, vu que l'an dernier, quand même, Martins... alors déjà, je crois qu'il avait gagné en F3 sur ce circuit. Et l'an dernier, il avait fait podium. Il avait fait podium et il avait fait 3ème en qualification. C'était certes à 7 dixièmes de son coéquipier Théo Pourchère, mais quand même, enfin, c'était très bon. Ça restait quand même très bon. Donc voilà, on va remonter petit à petit cette grille de départ, et comme en F3, je vais dire à quel moment le tour de formation s'élance pour moi, pour que si vous voulez en tout cas, pour que vous soyez calés sur mes commentaires. Les gens qui ragent sur Antonelli, n'empêche, je comprends pas cette mentalité. Bon, je pense que c'est des gens qui sont fans d'autres pilotes, pour moi, et qui n'ont pas envie de voir leur pilote éclipsé par un autre. Enfin, moi, je le vois comme ça. Zanology qui demande: salut, comment expliquer un tel écart de perf entre ces deux saisons pour Adjar? Hightech était vraiment une si mauvaise écurie, ou c'est Campos qui fait du bon boulot? Pour moi, c'est un peu des deux. Hightech, je pense, c'est beaucoup dégradé. Et puis voilà, malheureusement, Hightech, ils avaient une réputation depuis quelques années qui s'est vérifiée en 2023, que les arrêts au stand, les stratégies et tout, c'était très 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 compliqué. Campos, voilà, Campos c'est un peu plus l'inconnu, puisqu'ils avaient fait de très bonnes choses avec des pilotes qu'on considérait comme moyens. C'est à prendre avec des pincettes, hein, puisqu'ils avaient Kushmaini et Bochung, et Kushmaini, il a fait la pole avant sa disqualification. Donc c'est à prendre avec des pincettes. En tout cas, Adjar, il dit qu'il est beaucoup plus à l'aise chez Campos que chez Hightech. En tout cas, dans la voiture, dans les réglages, il y a quelque chose vraiment où il est beaucoup plus à l'aise. Il est beaucoup plus à l'aise. Il l'a expliqué sur divers sites, aussi bien feederseries.net que sur le site de la Formule 2. Non, je pense pas qu'ils soient fans d'un pilote. Je pense qu'ils ne suivent même pas la F2. Ils veulent juste tendre sur Twitter pour se montrer intéressant et dire que leur avis est meilleur que celui de Toto Wolff. Après, Adjar avait déjà ce niveau-là l'an dernier, juste plus d'erreurs et de malchance, et de freinage dans le mur à Spa. Ah, le mur à Spa, je m'en rappelle. Ah, je m'en rappelle, la sortie des stands, où il y avait déjà Novala qui s'est décraché à la sortie des stands, et puis je vois Isaac pas tourner, et je hurle: tourne, et il tourne pas, il se prend le mur comme un... Bref. Il avait déjà un sacré niveau, Isaac, ça s'est pas forcément vu dans le championnat, ça s'est pas forcément vu au classement, je veux dire, parce qu'il a fini 14ème, mais il y avait quand même une sacrée malchance. Melbourne, Monaco, il y a eu des week-ends où il méritait de faire beaucoup plus quand même, où il méritait de marquer beaucoup plus de points, mais voilà, au final, il avait fini 14ème. Donc là, il est dans une équipe où il est beaucoup plus à l'aise, ou dans une voiture où il est plus à l'aise, et ça s'est vu en qualif. Voilà, il a fait 3ème, 2ème après disqualification de Maini, et du coup c'est sa meilleure qualif, évidemment, dans sa carrière en Formule 2. Évidemment, avec la grille inversée, il partira 9ème. Et on va en profiter, voilà, pour... alors le tour de formation n'est pas encore commencé pour moi, ne vous en faites pas, je vous dirai quand ça commence. Mais on peut commencer par remonter cette grille avec évidemment 22ème Kushmaini, donc le pilote indien qui avait fait la pole avant sa disqualification pour infraction technique. 21ème Joshua Durksen, le pilote PHM, toujours en apprentissage, c'est compliqué, mais bon, on s'y attendait. 20ème, on a Roman Stanek, le pilote tchèque. 19ème, Amaury Cordil de Belgique. 18ème,
Et 17e, cette ligne qui pourrait totalement être une première ligne, peut-être 2 futurs pilotes de F1, mais qui ont vécu une qualification désastreuse. 18e Berman, 17e Antonelli, puis ensuite on a 16e Richard Verschoor, 15e Franco Colapinto, seulement 15e j'ai envie de dire, derrière le très surprenant Rafael Villagomez, 14e pour sa première qualif, Juan Manuel Correa et 13e, ensuite on a la meilleure des high-tech, Paul Aron en 12e place, derrière Pepe Marty 11e qui a au final le coéquipier d'Isaac Hadjar qui a frôlé la pole pour cette course, 10e Bortoleto, le poleman de demain, 9e Isaac Hadjar, 8e Zayn Maloney, le pilote de la Barbade, 7e Denis Sauger, donc une 4e ligne de pilote éjecté du Red Bull Junior Team cette année, 6e le pilote junior de Toyota Ritomo Miyata, derrière 5e Zach O'Sullivan qui a battu Victor Martins en qualification, 4e Enzo Fittipaldi, 3e Victor Martins, vraiment ça va être très intéressant ça comme course pour Victor, 2e Taylor Barnard, et ça je l'attends de pied ferme même s'il est dans l'une des pires équipes, et le poleman de ce jour, Jack Crawford. Le tour de formation est lancé. Malheureusement, ils n'ont pas fait comme la F3, ils n'ont pas montré les feux rouges. Donc, c'est pas très gentil. Isaac, ça dépendra beaucoup de la compose, je pense. Ça part bien, on verra bien si ça tient, mais il a clairement le niveau. Je suis d'accord. J'ai pas grand chose à rajouter. Il y a une préma qui a du mal à s'élancer. Non, ça va. C'est quand même parti pour la préma. Je sais pas si c'était celle d'Antonelli ou Berman, mais il a réussi à s'élancer quand même. Est-ce que l'infraction sur la voiture de Magney a joué sur les performances? A priori non. Hein. A priori non. Ou en tout cas c'était la... Ah, par contre il y a une PHM qui est arrêtée. Il y a une PHM qui est arrêtée. Et c'est celle de Joshua Dirksen. Hein. On voit le drapeau du Paraguay notamment sur sa voiture. Alors par contre il n'a pas l'air de pouvoir bouger. C'était quoi cette infraction sur la voiture de Magney? Alors je vous avoue que j'aurais dû réviser un peu avant, mais pour moi c'était la hauteur de la caisse qui était trop faible, et a priori c'était en passant sur un vibreur que ça a usé en fait le fond plat, et que du coup bah voilà, la hauteur minimale n'était pas vraiment respectée, donc bah c'est dommage, c'est dommage pour Magney. Il y avait une question sur Ritomo Miyata. Si Miyata fait le titre en F2 en plus de son titre en Super Formula, est-ce qu'il est un sérieux prétendant à la F1 ou tu le vois aller chez Toyota en endurance? C'est ultra dur à dire, parce que voilà, Miyata il a quand même déjà 24 ans, et surtout il est chez Toyota, et donc il n'a pas de lien avec une équipe de F1. Aide-nous à nous caler sur toi. Alors là il y a Taylor Barnard qui est en pleine interview, et hop c'est fini, l'interview est finie, on repasse en plein écran, voilà. Voilà, j'ai essayé. Là, il y a une dame qui passe dans le virage. On a fini l'écran. Enfin, on est passé sur une vue d'hélicoptère. Voilà. Bon, allez, moi je me mets en full screen. Je repasse dans le chat après la course. Ou s'il se passe quelque chose, bah écoutez, bonne course à ceux qui peuvent voir la course. Je sais qu'il y en a qui n'ont tout simplement pas Canal, pas la F1 télé. Donc voilà, on va suivre ça ensemble. Dirksen qui a bien été rapatrié au stand. Donc voilà, pour Miyata, il n'est pas en lien avec une équipe de F1, donc c'est difficile de voir ses perspectives, mais en tout cas, il a fait de très bonnes qualifs, 5e pour sa première qualif, c'est quand même derrière Zayn Maloney, mais quand même très performant les deux voitures Rodin. Voilà, on a les pilotes qui finissent leur tour de formation. Jack Crawford avec la voiture au numéro 7, bleu et noir, bleu ciel et noir, devant celle de Taylor Barnard au numéro 25, et on surveillera très attentivement la voiture numéro 1 de Victor Martins. Pour lui, il n'y a qu'un seul objectif, la victoire. Il faut viser ça, quand on est un favori au titre. La ART n'est peut-être pas la voiture la plus à l'aise sur ce circuit, sinon voilà, il n'aurait pas fait que 8e en qualification derrière son coéquipier O'Sullivan. Mais voilà, c'est l'heure de se racheter et de commencer la saison sur le bon pied pour Victor Martins, qui partira de la 3e position devant Enzo Fittipaldi, Zach O'Sullivan, Ritomo Miyata, Denis Sauger, Zayn Maloney, Isaac Hadjar et Gabriel Bortoleto, qui complètent le top 10, alors que la voiture de Joshua Dirksen roule dans la voie des stands, donc il va prendre le départ depuis la voie des stands, c'est une bonne nouvelle quand même. Et on voit Jack Doohan, tiens d'ailleurs, qui est au niveau de la pole position, et qui regarde depuis le muret des stands. Les dernières voitures s'immobilisent sur la grille de départ. Le drapeau vert va bientôt être agité au fond de la grille, c'est fait. Les feux vont s'allumer, 1 feu, 2 feux, 3 feux, 4 feux, le 5e, et on est parti. On est parti, départ très compliqué, je pense, pour Ritomo Miyata. Jack Crawford qui garde la tête, ça a été plus compliqué pour Taylor Barnard, malheureusement. Victor Martins qui va passer 2e, à moins que Zach O'Sullivan, l'extérieur de Zach O'Sullivan. C'est énorme, attention les deux ART.
Oh, les deux ART qui se frôlent, Victor Martins qui repasse devant son coéquipier de justesse. Mais quel départ de Zach O'Sullivan! Oh, c'était impressionnant. C'était impressionnant, Zach O'Sullivan qui est sous la menace, de Enzo Fittipaldi pour la 3ème, Barnard est 5ème, Isaac Hadjar est 6ème. Très bon départ du pilote français. Très bon départ. Ça va, Victor Martins peut un peu souffler, la bataille pour la... Ah, malheureusement, Isaac Hadjar qui va se faire doubler par Zayn Maloney. Non, ça va. Le français garde l'avantage et on a Pepe Marti, 8ème. Très bon départ lui aussi, du pilote espagnol qui partait en dehors du top 10. Isaac Hadjar qui va essayer de prendre le meilleur sur Taylor Barnard, c'est pour la 5ème place. Ah, ça va être dur à l'extérieur, là, sur ce gros freinage en appui. Et oh, il y a beaucoup de blocage de roues. Il y a les blocages de roues. Taylor Barnard, Zayn Maloney qui doivent bloquer les roues. Taylor Barnard est sorti de la piste. Isaac Hadjar est à hauteur de Zayn Maloney. Et Villagomez qui a une crevaison, c'est ce qui a provoqué un drapeau jaune dans le premier secteur. Zayn Maloney qui prend le meilleur sur le français. Malheureusement, Taylor Barnard est lent. Il perd plusieurs positions, c'est terrible. Ah, c'est terrible pour Taylor Barnard. Est-ce qu'il a une crevaison? Bortoleto est à sa hauteur. Alors, il a perdu quelques places. Je ne sais pas si c'est juste parce qu'il est passé dans le sable ou quelque chose comme ça. Et Paul Aron qui a fait un très bon départ aussi. Paul Aron qui est devant Pepe Marti. Assez... c'est la première fois un peu qu'on voit la high-tech sur l'écran, donc c'est assez surprenant. Et pendant ce temps, les prémas sont 15 et 16. Alors, un petit point sur le classement. Jack Crawford toujours en tête devant Victor Martins et Zach O'Sullivan. Les prémas 2 et 3. Enzo Fittipaldi, Zayn Maloney, Isaac Hadjar qui va retenter sur Zayn Maloney. Non, ça va, il reste 6ème. Aaron Marty, Barnard et Bortoleto. Malheureusement, mais Bortoleto va prendre le meilleur sur Barnard. C'est pour la 9ème place. On rappelle que... Et Virtual Safety Car. Alors, je pense que ça doit être lié à l'abandon de Raphaël... Enfin, à la crevaison de Raphaël Villagomez. Oh là, attention, la Virtual Safety Car s'est mise d'un coup, j'ai l'impression, et ça a surpris beaucoup de pilotes. Ça a surpris beaucoup de pilotes, et il y a la voiture d'Amaury Cordil qui est arrêtée. Oh mince, c'est vraiment dommage. Vraiment, un gars si gentil, si talentueux, c'est dommage, quoi. Ah là là. Bref, on peut faire un point sur le classement quand même. Crawford, Martins, O'Sullivan, Fittipaldi, Maloney, Hadjar. Hadjar qui a gagné 6 places. Aaron qui en a gagné 5. Ça, c'est vraiment... J'aimerais bien revoir le départ de Paul Aaron. Marty, Bortoleto, Barnard qui en a perdu 8. Malheureusement, ça, beaucoup plus compliqué pour lui. Correa, Auger, Colapinto, pardon, Verschoor, Miyata. Ouais, Miyata, on avait vu qu'il avait un peu, je vais pas dire calé, mais que ça avait été un départ compliqué pour Hitomo Miyata. Le départ qu'on va revoir justement. On revoit la voiture noire numéro 6 qui a presque calé, hein. Qui a presque calé. Et le départ de Zach O'Sullivan qui a failli enrouler tout le monde à l'extérieur. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Il a failli doubler Martins, ce qui aurait été une énorme claque, hein, pour le pilote français. Très bon départ d'Isaac Hadjar, on le voit. Départ assez lent de Denis Sauger dans la voiture, dans la MP orange. Paul Aaron qui a choisi l'intérieur et qui a été un peu bloqué pourtant, donc je comprends pas où il a pu gagner autant de place. Aux très bonnes réaccélérations, mais on le verra pas. Victor Martins, on va avoir sa caméra, il a très vite effacé Taylor Barnard. Et à sa gauche, il va voir surgir son coéquipier. Il ne fait peut-être pas attendre à pareille fête. Oui, ils se sont frôlés, On a frôlé la catastrophe chez ART quand même, hein. Et on est reparti, le drapeau vert. On est reparti le drapeau vert pendant qu'il montrait des replays. Victor Martins à l'attaque sur Jack Crawford. À l'extérieur, il tente d'enrouler. Et ça va passer pour le pilote français. Non, il est à l'intérieur, non, ça va pas passer. Il n'y a pas encore le DRS d'activer. Crawford reprend le meilleur. Barnard reprend le meilleur sur Bortoleto pour la 9ème place. Et Zach O'Sullivan, il est totalement dans le rythme, hein. Et Zach O'Sullivan qui va peut-être essayer de se montrer à hauteur de Victor Martins. Non, il se range derrière. Il se range derrière son coéquipier. Et leader d'équipe, même si évidemment leader d'équipe, hein, c'est pas parce que c'est son leader d'équipe qu'il il ne va pas l'attaquer, hein, évidemment. Zach O'Sullivan, il a sa carrière à jouer. Il peut totalement jouer un baquet en F1 chez Williams, hein. C'est pas un favori, mais voilà, il fait partie de l'académie Williams. Il a été vice-champion de F3. Champion de GB3, c'est pas un pilote à sous-estimer, mais c'est pas un pilote qu'on attendait à pareille fête. On s'attendait pas à le voir se battre avec son coéquipier Victor Martins, surtout sur un premier week-end. Alors qu'on derrière O'Sullivan, ça se chamaille entre Fittipaldi et Maloney.
Le DRS a été autorisé. Et Maloney qui va pouvoir se porter à hauteur de Fittipaldi. Ça va être compliqué de compléter le dépassement, mais il le fait. Oh, splendide dépassement de Zayn Maloney par l'extérieur. Alors c'est un peu dommage, ils ont pas perdu beaucoup de temps. D'ailleurs Zayn Maloney va pouvoir attaquer Zach O'Sullivan très rapidement. Isaac Hadjar s'est un peu fait décrocher malheureusement à la relance de la safety car, mais de la virtual safety car. Et heureusement, Isaac Hadjar n'est pas du tout sous la menace de Paul Aron. Donc il est un peu dans un no man's land, un peu comme Tim Tramnitz en F3 ce matin. Zayn Maloney, c'est exceptionnel, la pointe de vitesse. Alors Zach O'Sullivan et Maloney ont le DRS. Et Zayn Maloney est tout proche, il va forcément tenter un dive bomb. Là, il faut le tenter. Il faut le tenter à l'intérieur et il ne laisse aucune chance. Est-ce que Fittipaldi peut en profiter sur O'Sullivan? Non. Non. O'Sullivan ferme autoritairement la porte. Ce serait bien que Isaac Hadjar maintenant se mêle à cette lutte. Ils sont en train de perdre un peu de temps. Et ça serait surtout bien que Martin attention, l'attaque d'Enzo Fittipaldi sur Zach O'Sullivan, ça part d'un peu loin. Oui, non, c'était un peu optimiste. Il reste derrière. Quel début de course de Zayn Maloney, ça, franchement. Alors pour l'instant, pour la petite information, le meilleur tour est à Joshua Dirksen, mais je pense que c'est plus lié au fait qu'il a été le dernier à avoir la voiture de safety car virtuelle, avoir la safety car virtuelle, donc du coup, voilà, c'est pas un meilleur tour très représentatif et ce sera battu dès ce tour-ci. Oh, Fittipaldi qui est chaud bouillant derrière Zach O'Sullivan. Alors finalement, Zach O'Sullivan rentre un peu dans le rang là. Peut-être qu'il a un peu trop tapé. On avait vu qu'il avait fait un blocage de roue. Mais voilà, il a totalement lâché Zayn Maloney. Et Victor Martins qui est proche de Jack Crawford. Pas assez pour porter une attaque. Mais il y a un trio. Le trio Crawford-Martins-Maloney se détache en tête. Et Isaac Hadjar revient sur le duo Zach O'Sullivan-Fittipaldi. Fittipaldi qui commence à perdre patience. On le voit de plus en plus se montrer dans les rétros. Alors que l'incident entre Villagomez et Cordil a été noté. Donc c'était bien eux deux ils étaient bien impliqués dans la même action. Et Maloney met la pression à Victor Martins. Alors, est-ce que Maloney est sur une stratégie ultra agressive? En tout cas, voilà, il vient de signer le meilleur tour. Il va avoir le DRS, tout comme Victor Martins, mais pour l'instant, il a l'air plus rapide. Est-ce que Maloney va tenter? C'est un peu loin. Fittipaldi va tenter sur O'Sullivan. C'est à Hadjar d'en profiter juste derrière. Non, Fittipaldi fait son dépassement très propre. O'Sullivan qui n'a pas perdu trop de temps. On sent les pilotes plus intelligents. On sent les pilotes plus intelligents qu'en F3, mais c'est normal. C'est des pilotes de Formule 2. Maintenant, il va falloir que Isaac a totalement recollé avec le duo Fittipaldi-O'Sullivan. Il faut maintenant trouver la faille. Mais évidemment, sans perdre d'aileron, sans avoir de crevaison. Et Isaac Hadjar, il va tenter. Oh, attention, on a frôlé une grosse erreur pour Isaac Hadjar. Ça va, mais alors... normalement, ils ont tous les mêmes pneus. En course sprint, ils ont tous les mêmes pneus. Donc j'imagine les pneus durs, puisque pour faire 23 tours, il va falloir quand même une certaine longévité. Isaac Hadjar est tout près de Zach O'Sullivan. C'est pour la 5ème place. Il va avoir le DRS, tout comme le pilote britannique. Allez, il faut s'en débarrasser au plus vite. Les ART sont pas dans le rythme en fait. Isaac Hadjar qui prend le meilleur, sans souci sur le britannique. Puisque alors certes, Martins est deuxième. Il est dans le DRS de Crawford. Mais c'est Maloney qui lui met une énorme pression. Donc, alors, qu'est-ce qu'on revoit? On revoit l'accrochage au départ entre Villagomez et Cordil. Bah écoutez, deux clowns qui nous divertissent dès le premier tour. Voilà, ça en fait deux de moins. Alors Villagomez est toujours en course, mais à presque un tour. Alors, est-ce que Martins a encore le DRS sur Crawford? Il l'a encore, il est à 9 dixièmes, mais Zayn Maloney est à 3 dixièmes et demi. Zayn Maloney va sûrement tenter. Il va sûrement tenter sa chance. Martins qui défend l'intérieur. Zayn Maloney ne peut pas passer. Mais le début de course des ART, alors le départ était excellent, ça y a aucun souci, Martins et O'Sullivan ont fait un super départ, mais là c'est beaucoup plus compliqué, là Zayn Maloney est plus rapide, il est plus rapide que Victor Martins et il va passer à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement, Zayn Maloney, le jeune pilote Sauber qui prend la 2ème place sur Victor Martins, c'est impressionnant, ouais, le début de course de Maloney, et oui Miyata est 15ème. Donc Miyata, c'est son coéquipier de chez Rodin Carlin. Et
Et Paul Aron qui prend le meilleur sur Zach O'Sullivan. Les ART sont à la dérive. Les ART sont à la dérive, je suis désolé. Je veux pas être méchant, mais là c'est un début de course très compliqué. On est au 6e tour sur 23, alors peut-être que justement les ART tentent de sauver au maximum leurs pneus, mais pour l'instant c'est très surprenant. Et O'Sullivan qui va sûrement perdre une nouvelle place, puisque Pepe Marty va le doubler au DRS, voilà. Alors O'Sullivan est en hard, les autres en soft. Alors ça c'est vrai qu'il a les pneus blancs. Il a les pneus blancs, Zach O'Sullivan. Donc ça peut expliquer un peu mieux pourquoi il galère autant. Mais en tout cas, voilà, Pepe Marty. Et attendez. Oh, alors Pepe Marty qui n'a pas laissé de place à Zach O'Sullivan. C'est dommage. Zach O'Sullivan qui va essayer de reprendre sa revanche. Mais alors du coup, pourquoi Zach O'Sullivan est en hard? Ça veut dire qu'ils avaient vraiment pas la confiance. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça veut dire que ART n'avait pas la confiance de tenir des pneus tendres jusqu'au bout. J'imagine. Alors qu'on voit devant Martins qui n'est plus dans la seconde de Zayn Maloney. Isaac Hadjar qui va tenter sur Enzo Fittipaldi. Non, je crois que c'était plus pour se montrer qu'autre chose et pour déstabiliser le pilote brésilien qui en est à sa déjà 3e saison et demie. Le pilote français qui va prendre l'aspiration. Et il va passer au virage 4, on espère. Il a pris l'intérieur, le Brésilien a préféré la trajectoire extérieure, mais ça passe. Ça passe, Isaac est à l'aise. Isaac est à l'aise. Salut Psypcho Chess. Salut, je vois que ça bosse très fort à l'hôpital. Donc Isaac qui monte en 4e place. Là, le truc qui va commencer à se tendre un peu, c'est que du coup, on va avoir Victor 3e et Isaac 4e. Et que du coup, il y a un moment, ils vont peut-être devoir se battre, quoi, les enfants. Donc, si on peut faire ça le plus proprement, sans perdre de temps, ça peut être bien pour tout le monde. Mais en tout cas, le début de course d'Isaac, j'apprécie vraiment. Je pense que Red Bull apprécie aussi. C'est très intéressant. Est-ce que c'est les premiers signes d'un renversement de hiérarchie? Je vais pas dire ça des Bahreïn, puisque voilà, l'an dernier, les performances de Bahreïn n'avaient pas été super représentatives. Théo Pourchaire avait mis une pole avec 7 dixièmes d'avance, fait une victoire avec 20 secondes d'avance. Préma était déjà un peu largué, mais voilà, je pense pas que ça veut dire un renversement de la hiérarchie. Mais il y a quand même des équipes qui partent sur des bases très saines. Voilà, Campos, ça part très bien, 4 et 7. Rodin, enfin Zayn Maloney, pour moi, il va bientôt passer Crawford. Alors il est à 5 dixièmes, il va 4 dixièmes. Attendez, Zayn Maloney sur Jack Crawford peut-être. À l'extérieur. Pour moi, il faut attendre. Alors Jeddah, peut-être même Melbourne, enfin voilà, il faut attendre un peu sur un week-end, il peut se passer beaucoup trop de choses différentes, mais en tout cas Zayn Maloney, lui, il est très en forme, et ça c'est sûr, il n'y a aucun souci là-dessus, et Zayn Maloney qui ne va pas prendre la tête tout de suite, il va décroiser, recroiser, et avec la meilleure réaccélération, ça devrait le faire, car Zayn Maloney, il sera à l'intérieur, et autant on peut passer à 2 de front en F3, autant c'est beaucoup plus compliqué en F2, et ça Jack Crawford l'a compris, et il laisse le commandement de la course à Zayn Maloney qui est juste bluffant. Là, Zayn Maloney, c'est petit là. Tout le reste du fil de F2, c'est petit. Vraiment très 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 impressionnant. On rappelle qu'il a été un peu licencié du Red Bull Junior Team après une saison pourtant assez bonne. Il avait fait 10e sur sa saison de rookie avec 4 podiums. Il avait certes été battu par Fittipaldi, mais c'était plutôt bien. Le problème pour Maloney, c'est qu'il avait été très irrégulier avec un meeting sur 2 sans le moindre point. Donc voilà, ça va être à surveiller. Mais en tout cas, la Maloney, là pour moi, il va s'envoler. La question c'est est-ce que Jack Crawford va avoir le DRS sur le prochain tour pour essayer de tenir un peu. Mais en tout cas Victor Martin ça a l'air de revenir sur Jack Crawford. Maloney qui vient prendre la place de Pourchaire chez Sauber. Non, pour moi il n'y a aucune chance. Puisque voilà, Sauber il recherche pas un rookie. Alors à moins qu'il amène beaucoup d'argent, j'avoue je ne suis pas forcément au courant de ça. Voilà, on revoit le dépassement d'Isaac Hadjar sur Zach O'Sullivan. Marty push me off, I was... Ah oui, non, de Pepe Marty sur Isaac Hadjar, oui. Alors c'est vrai qu'il a été poussé un peu dehors. C'est pas faux, on l'avait vu en direct un peu plus tôt. Crawford qui a gardé le DRS.
Et Victor Martins qui reprend un peu de poil, de poil de la bête. Il y a 3 dixièmes et demi de Crawford pour la deuxième place. Idéalement, il faudrait que Isaac, qui est en quatrième position actuellement, il se détache un peu. Il se détache un peu de Fittipaldi qui reste quand même à 6 dixièmes derrière lui. Colapinto, pénalité pour Franco Colapinto. Alors ça, on ne l'a absolument pas vu. On n'a pas montré Colapinto une seule fois dans la course. 10 secondes, purée, c'est énorme. Ah, incorrect starting location. Aïe, 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 aïe. Il nous fait la Ocon. Il nous a fait la Ocon. Bon, bah... Dommage, dommage, hein, puisque c'était plutôt... sa qualification avait été assez décevante. Hein, il était 15e, mais là, il remontait 12e. Il avait l'air dans le match... Alors, peut-être pas pour des points, parce qu'on rappelle que les points, c'est pour les 8 premiers. ART qui menait les Hard House Sullivan, n'empêche, c'est assassin. Bah, merci Dogalao pour le follow, merci beaucoup. Oui. Alors, enfin, c'est assassin, je pense qu'ils doivent avoir leur raison, hein. Ils doivent avoir leur raison, mais pour moi, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance sur la gestion de leur gomme. Ils ont dû faire des simulations de course, hein. C'est l'avantage de Bahreïn. Les équipes ont beaucoup d'informations sur les simulations de course, sur les longs relais. Beaucoup plus que sur les autres manches, où sur une séance d'essai libre de 45 minutes, t'as pas le temps de faire ce que tu veux. Voilà. Alors on a Franco Colapinto justement à la lutte avec Taylor Barnard, c'est pour la 11e place. Et on voit tiens une préma, on avait presque oublié cette équipe, et Colapinto qui rentre au stand. Alors je sais pas si c'est pour un abandon. Et Martin, ce qu'il va tenter, il va tenter d'assez loin sur Jack Crawford, ça part de loin. Est-ce que Jack Crawford va avoir plus de vitesse? Oui, Jack Crawford reprend le meilleur. Ah, il fallait tenter, je pense qu'il fallait tenter pour Martins, mais malheureusement, ce n'est pas passé pour le pilote de l'Alpine Academy. Mais Crawford est lent, regardez la différence sur les freinages. Ah, il va falloir s'en débarrasser, hein, puisque Isaac Hadjar, il n'attend pas. Il ne va pas attendre que Martins fasse son dépassement. Isaac Hadjar, il revient à 1 seconde 7, 1 seconde 8, et Enzo Fittipaldi n'est plus dans la seconde DRS. Ouais, exactement, Homero, c'est exactement ça. Il est plus dans la seconde DRS d'Isaac, et il est même plutôt sous pression de Paul Aron. Paul Aron qui fait des bons débuts. Après son excellent départ où il a gagné plusieurs positions. Il est 6ème, hein, le pilote estonien. Lâché de Mercedes, lâché par Mercedes pour faire place à Antonelli. Antonelli, justement, pour le petit point Préma, les Prémas sont 14e et 16e avec Antonelli toujours devant Berman. Antonelli qui vient de doubler Juan Manuel Correa, la deuxième Dams. Donc, écoutez, en tout cas, pour l'instant c'est positif, hein. C'est clairement positif pour Antonelli de dominer de la sorte Berman dès sa première sortie, alors que le gars a sauté la F3. Aron supérieur à Antonelli, alors peut-être aujourd'hui, mais sur le potentiel, sur le palmarès, sur le long terme, je pense vraiment pas. En tout cas, c'est l'analyse de Mercedes sans souci. Alors que j'ai un message de Gwenaël Loison, je sais pas. Ton point de vue, si Maloney titré et Pourchère titré en Super Formula, qui est promu? Personne. Alors je sais pas si Gwenaël est présent sur le chat, hein, c'est un pilote de karting. Et on a justement Paul Aron. Paul Aron qui va essayer de doubler Enzo Fittipaldi, c'est pour la 5ème place. Et Paul Aron qui va passer. Paul Aron qui va passer, il retarde bien le freinage Fittipaldi, mais non, c'est parti un peu trop loin. Verschoor prend la 11ème place à Barnard pendant ce temps-là. Pour moi, aucun ne sera promu. Pour moi, l'Académie Sauber ne sert à rien, puisque Sauber va chercher des pilotes expérimentés. Ils vont chercher un Ocon, peut-être un Gasly, un Sainz. O'Sullivan, pendant ce temps-là, il est toujours, je vais pas dire en perdition, puisqu'il est quand même 8ème. Il est dans les points pour l'instant, mais pour combien de temps? Denis Sauger 9ème qui va essayer à l'intérieur. Non. Alors, Denis Sauger partait d'un peu loin. Il se ravise. Ça sera peut-être pour le tour prochain. Zach O'Sullivan qui est descendu en 8ème position après avoir presque été 2ème. On revoit sur la grille de départ Richard Verschoor qui est actuellement en 11ème place. Alors, il se passe quoi? Pourquoi on nous montre Verschoor? Ah, on doit sûrement montrer Colapinto à gauche? Bon, on montre ça du coup. On montre pourquoi Colapinto a reçu sa pénalité. J'avoue que c'était pas évident, dit comme ça. Antonelli à pit, ouais.
Et de ce que je vois d'ailleurs sur le live timing, Berman aussi, donc les Préma partent sur une stratégie très 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 osée de faire un arrêt au stand dans la course sprint. On rappelle qu'il n'y a pas d'arrêt obligatoire en course sprint et que normalement le but c'est de faire tout sans jamais rentrer au stand. Et les arrêts au stand, c'est pas comme en F1, c'est pas des arrêts au stand de 2 secondes, c'est des arrêts au stand de facilement 8 secondes. Alors qu'on a Pepe Marty 7ème qui va bientôt passer sur Enzo Fittipaldi en 6ème position. J'ai l'impression que la Van Amersfoort est en difficulté sur le rythme de course. Il reste combien de tours? On est à mi-course, on est au tour 12 sur 23. Donc un arrêt au stand maintenant s'entend. Ça s'entend, mais voilà, par contre, Antonelli, il a 54 secondes de la tête. Donc il reste 11 tours. Ça veut dire genre gagner 5 secondes par tour. Ça paraît utopiste. Alors que Auger va passer cette fois sur O'Sullivan à l'extérieur. Est-ce que ça va laisser assez de place? Oui. Alors Auger qui a été un peu joueur avec les limites de piste, mais je pense que c'était bon. Et Auger qui prend donc la 8ème place et ce qui serait le dernier point pour l'instant. Nitram, pour moi, ils savent qu'ils ne marqueront pas de points, ils vont gratter des datas pour demain. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais bon, c'est un peu triste de se dire comme ça, de partir sur une course pour une course et se dire que ça sera une séance d'essai. C'est un peu. On n'a pas l'habitude de voir Préma dans cette situation. Comment expliquer la difficulté des Préma sur ce Grand Prix? Les Préma qu'on a à l'image. Justement, Berman, Antonelli, Colapinto à 3 de front. C'est exceptionnel, Antonelli! Antonelli qui va passer, il va passer sur les deux. Oh là 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 là. Et vous allez me faire croire que ce gars, il est surcoté? Non. Non, non, non. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il nous a fait. C'est peut-être pour la 18ème place. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et Colapinto, Berman, c'est quand même des pilotes qu'on envisage peut-être en F1. L'un chez Williams, l'un chez Haas. Waouh. Chapeau bas. Merci à la réalisation d'avoir montré cette bataille pour la 18ème place. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais écoutez, ça valait le coup. Et Berman qui va rester bloqué derrière Colapinto. Compliqué. Comment expliquer la difficulté des Prémas sur ce Grand Prix? Je saurais pas vraiment trop dire, mais voilà, René Rossini, et Berman qui bloque encore les roues. René Rossini et Berman disaient aux essais de pré-saison qu'ils étaient très pessimistes, qu'ils n'étaient pas là où ils voulaient être, qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup de leurs difficultés qui étaient liées à ce circuit particulièrement, qu'ils avaient déjà été en galère l'an passé, mais quand même, enfin... Oh, Berman, ah oui, qui a bloqué les roues en sortant des stands. Non, mais après, c'est vrai, les rageux diront que Berman sortait tout juste des stands. En soi, c'est vrai, il avait les pneus froids, etc. Quoi qu'il a bien dû les chauffer en les bloquant là au premier virage, mais... Et Berman, voilà, qui tape le meilleur premier secteur absolu, à l'instant où on dit ça. Antonelli, meilleur tour. Alors que là, on est un peu plus au cœur du peloton. On a à l'image Bortoleto, Miata et Richard Verschoor, donc 10e, 11e, 12e. On rappelle que les points, c'est pour les 8 premiers sur la course sprint. Donc voilà, la difficulté des Prémas, c'est lié à ce circuit. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Puisque j'espère vraiment... Enfin, j'espère. En tant que fan de Martin et Adjar, ça serait bizarre de dire j'espère, mais voilà, en tout cas, je pense pas que Préma sera en difficulté sur toute la saison. Préma, ça reste Préma. Ils ont certains des meilleurs ingénieurs, ils ont des top pilotes, sûrement le meilleur duo de la grille. En tout cas, avec avec le plus de potentiel, ça serait vraiment très étonnant qu'ils soient totalement perdus. Enfin, ils sont totalement perdus, surtout que la voiture ne change pas tant que ça au final. La voiture ne change pas tant que ça au final, c'est surtout une grosse évolution aérodynamiquement parlant en fait. Le reste de la voiture est plutôt identique. Un petit point sur le classement avec 10 tours restants, alors que Correa nous dit que ses rétros tombent. So if they get close, just let me know so that I can move the mirrors because I cannot see behind me. Bah c'est rassurant ça. C'est rassurant. Alors que pendant ce temps-là, Enzo Fittipaldi est toujours en difficulté et il est en 7ème place, mais pour combien de temps? Puisque Dennis Auger continue sa petite remontée. Écoutez, son départ a été compliqué, mais il revient. Alors que là, on a Kouchmaini qui lui aussi continue sa remontée, il est 14ème, alors on revoit en caméra embarquée Dennis Auger, côte à côte avec Enzo Fittipaldi, il sera à l'extérieur au virage 4, il va falloir rester en limite de la piste, et ça va le faire, splendide de Dennis Auger. Alors que voilà, là on entre dans les 10 derniers tours, il faut espérer que, en tout cas pour Zach O'Sullivan, que ses pneus commencent à avoir plus d'avantages par rapport aux pneus tendres usés.
Il est en pneus durs usés, certes, mais voilà, les pneus tendres sont censés avoir une durée de vie plus courte, et justement, Zach O'Sullivan vient de doubler Enzo Fittipaldi et réintègre les points avec sa 8ème position. Est-ce que ça veut dire que la stratégie d'O'Sullivan sera la bonne? Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, si tous les pneus tendres s'écroulent, bah écoutez, pourquoi pas. Écoutez, Zach O'Sullivan, il est quand même à 14 secondes de la tête. Ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même pas mal à rattraper en 10 tours, mais c'est pas impossible, hein. C'est pas insurmontable en tout cas. C'est pas insurmontable. Et devant, en tout cas, c'est beaucoup plus calme. Alors, mais par contre, on devrait bientôt avoir une nouvelle bataille. Zayn Maloney est en tête avec 2 secondes 7 d'avance sur Jack Crawford. Puis ensuite, on a Victor Martins 2 secondes derrière. Et Isaac Hadjar qui va rentrer dans la seconde. Il n'a pas encore le DRS sur cette ligne droite, mais il l'aura très probablement à la prochaine. Par contre, celui qui a le DRS, c'est Pepe Marty en 6ème place, juste derrière Paul Aron. Très bonne course, hein, très bonne course de Pepe Marty et de Paul Aron, hein, les deux rookies qui font de très bons débuts. Hein, qui font de très bons débuts. Alors, mais par contre, on va totalement avoir une bataille. Martin Hadjar pour la 3ème place. Je vous avoue que je suis pas super serein. Après, c'est deux pilotes qui se connaissent bien, qui roulent ensemble, qui roulent sur les mêmes championnats depuis maintenant plus de 3 ans. Ils se connaissent bien. Voilà, on va espérer que tout va bien se passer. On va espérer que tout va bien se passer. Alors qu'on est en caméra embarquée avec Victor Martin, c'est Hadjar qui n'est plus qu'à 2 dixièmes. Il n'est plus qu'à 2 dixièmes. Alors il est possible qu'à la prochaine ligne droite, on voit la Campos aux couleurs Red Bull surgir. Dans 5 dixièmes, il va peut-être y avoir un peu de répit. Il devrait y avoir du répit pour Victor Martins, mais je pense pas que ça va durer. Je pense pas que ça va durer. Là, ça fait bizarre. C'est vraiment très sympa en tout cas de revoir Isaac à un tel niveau. De le revoir briller tout simplement. C'est ce qu'on avait oublié en 2023 et c'est beau de le revoir briller. Maintenant, il reste encore quand même 8 tours. Et voilà, il y a une course à finir, il y a un podium à aller chercher pour Isaac. Et il y a moyen que ça le fasse sur la prochaine ligne droite de départ arrivé avec le DRS. Les deux Campos vraiment très 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 à l'aise, hein, qui sont en train de mettre la pression à Martins pour Hadjar et à Aaron pour Marty pour les 3ème et 5ème positions. Allez, DRS activé pour Isaac Hadjar, il est peut-être un peu loin, 4 dixièmes et demi au final. 4 dixièmes et demi, Victor Martins qui va défendre l'intérieur. Isaac Hadjar qui va rester derrière. Et Pepe Marty qui va tenter sa chance sur Paul Aron. Et ça va passer par contre pour lui au premier virage. Maintenant on a envie de voir Isaac Hadjar. Isaac Hadjar et Victor Martins côte à côte. Côte à côte et avec le DRS ça devrait passer pour Isaac Hadjar. Isaac Hadjar qui va un petit peu fermer la trajectoire. Et passer devant Victor pour la 3ème place. Et si on m'avait dit ça en début de saison que... Oui, voilà, que Victor Martins aurait un début de saison compliqué. Après, voilà, tout reste relatif. On dit un début de saison compliqué, mais en attendant, il est quand même 4ème, hein, donc ça va pour un début de saison compliqué. Oh oui, c'est un peu loupé, Victor Martins. Là d'ailleurs, à ce virage, attention à pas non plus laisser passer Pepe Marty qui est quand même à 2 secondes. On revoit ce qui s'est passé pour Victor Martins qui a failli perdre la voiture et qui a coupé. Il a coupé le virage, tout simplement. Oh, belle frayeur pour Victor, qui reste 4ème. Martins finito, je pense qu'on va quand même se calmer un peu sur les conclusions hâtives. Un petit point en tête de course, Zayn Maloney est toujours en tête avec 3 secondes d'avance sur Jack Crawford. La question c'est est-ce que Isaac Hadjar peut revenir sur Jack Crawford maintenant et aussi, est-ce que Martins peut rester un peu quand même dans le DRS de Isaac? Oh, ça va pas l'air. 999 millièmes, 1 seconde 0,26, ça va pas le faire pour Victor. Mais il faut quand même essayer de s'accrocher, sinon c'est Pepe Marty qui va pas tarder à arriver dans la zone DRS du français. Les Campos sont en forme aujourd'hui. Ouais, mais là encore, comme pour Premac et dernière, je vais pas non plus m'emballer pour Campos, puisque l'an dernier, avec Bochung et Maini, ils avaient été excellents à Bahreïn. Et Bochung était même sorti en tête du championnat. Donc, je vais pas m'emballer, mais c'est des débuts très positifs. C'est des débuts très positifs.
Alors qu'on va revoir Pepe Marty. Oui, on va revoir le double dépassement en fait. Hein, le double dépassement des Campos. C'est dommage, c'était pas en même temps. Il y a eu Isaac l'a fait quelques secondes plus tard, enfin quelques virages plus tard. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire une très belle image avec les deux Campos Red Bull. Par contre, Pepe Marty revient totalement sur Victor Martins. Les Campos adorent ce circuit et gèrent très bien leurs pneus car elles semblent plus en forme hein, que sur le début de course. Elles ont l'air même de monter en puissance en fait, hein, tout simplement. Alors là, je sais pas combien de virages Martins va tenir avec Pepe Marty derrière lui. Pepe Marty qui va tirer large. Pepe Marty qui va tirer large en évitant Martins qui était trop lent sur le gros freinage en appui. Mais de toute façon, Marty va revenir et va déposer Martins hein, pour moi. Il reste encore 6 tours alors qu'on a l'abandon malheureusement de Taylor Barnard. On a l'abandon au tour 16. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est dommage en partant deuxième de ne pas pouvoir glaner quelques points parce qu'on sait à quel point les points sont importants pour cette équipe. Ils en avaient marqué aucun l'an passé. C'est assez rare pour être souligné. C'est dommage, une opportunité manquée pour Taylor Barnard qui essaiera d'oublier cette première course en Formule 2. Alors que, voilà, il reste 6 tours, Victor Martins est quatrième, mais pour encore quelques secondes seulement, car Pepe Marty va le déposer sur la ligne droite. Non, il va pas pouvoir se rabattre devant. Mais voilà, le dépassement est terminé sans problème. Bon, écoutez, là, Victor Martins, il faut essayer de sécuriser le plus de points possible. Ne pas se faire attraper par des Aaron ou Auger ou O'Sullivan. Voilà, on est d'ailleurs dans les 6 derniers tours. Zach O'Sullivan qui est en pneu dur. Il est à 5 secondes de son coéquipier. Il faudrait prendre une seconde par tour. Voilà, en tout cas, le pari de Zach O'Sullivan, s'il marche, il marchera partiellement seulement en tout cas. Alors ce qui est dommage, c'est que Isaac n'arrive pas à revenir sur Maloney Crawford. Alors je sais pas, peut-être qu'il tente de temporiser un peu pour un meilleur tour en course à la fin, je sais pas vraiment, mais il faudra qu'il fasse attention Isaac, il faudra qu'il fasse attention à ne pas voir Pepe Marty revenir. Ça peut être très 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 dangereux. On a Isaac Hadjar à l'écran justement, en caméra embarquée. Ah, Hadjar à la radio, pourquoi Hadjar à la radio? Having big trouble, mate, my phones are destroyed. Ah! Bah yes! Il reste un peu plus de 5 tours. Il reste un peu plus de 5 tours à tenir pour Isaac Hadjar s'il veut avoir son... Je vais pas dire son premier podium en F2, mais ça serait un peu comme si... Hein. Il a déjà eu 2 podiums, il a déjà eu une victoire même. On se rappelle du premier podium d'Isaac qui avait été obtenu après la disqualification de Clément Novalak quelques heures après la course. On a Enzo Fittipaldi qui rentre au stand. Ses pneus n'ont pas tenu à Enzo Fittipaldi. Il était en lutte hein, pour un podium au tout début de course. Et Enzo Fittipaldi est rentré. J'ai cru entendre Denis Brognard. Ah va falloir faire attention. Alors Pepe Marty qui reste à 1 seconde 4 et Paul Aron qui revient sur Victor Martins. Ça va être tendu la fin de course les enfants. Ça va être tendu. Et Pepe Marty qui est totalement revenu en la seconde. Il est revenu en la seconde d'Isaac. Cette fin de course ne se passe pas comme prévu. Et je pense qu'on va revoir un gros blocage de roue au premier virage non, même pas un blocage de roue, il la perd, hein, il la perd un peu. Bon, Et bah non, il n'y a plus Cordil, il n'y a pas un... Ouais, Villa Gomez, ça serait pas le temps de nous faire une petite safety car? Et Marty qui gère mieux ses pneus, et ça, c'est pas bon du tout pour Isaac. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Pepe Marty qui va prendre le podium, hein, j'imagine qu'il va prendre le podium à Isaac. Il est à 4 dixièmes, 5 dixièmes. Alors là, petite leçon. Alors autant voilà, Pepe Marty a vraiment galéré en qualification par rapport à Isaac, autant en course là, sur la gestion des gommes, chapeau bas.
Chapeau bas. Alors, Marty n'est pas encore devant, mais ça le sera peut-être dans quelques dizaines de secondes, peut-être après ce virage. On est dans le dernier virage. Il reste 4 tours à tenir. Ça va pas être tenable pour Isaac vu l'état de ses pneus. Et pour Martin, je ne sais pas si ça sera tenable non plus. Hein. Il est en 5ème place, 4 dixièmes devant Aaron. Attention les campos, ça va pas non plus perdre un gros résultat d'équipe. Pépé Marty qui se pointe à l'intérieur. Isaac qui ne défend pas. C'est assez... C'était quoi cette prise de vibreur? C'est assez intelligent. Il va essayer de le repasser au DRS après. Hein, et Pépé Marty qui garde le DRS, comment c'est possible? Il était pas devant? Bon, et bien écoutez, Pépé Marty a gardé le DRS sur la deuxième ligne droite et reste devant Isaac, alors que Isaac peut-être a la meilleure réaccélération. Ça va être compliqué, attention! Attention, il va falloir lâcher, il va falloir que quelqu'un lâche. Ça va être Isaac qui va lâcher, il reste 4ème. C'était... très belle défense, en tout cas sans le DRS. Très surprenant, mais Pépé Marty est passé. Et Victor Martins a une pression énorme de Paul Aron. Aïe aïe aïe. Et Aaron est passé. On l'a même pas vu à l'écran, mais Paul Aron est passé sur Victor Martins. Et il y a Dennis Auger qui revient. Il y a Dennis Auger qui va être aussi dans la seconde. Alors Isaac, par contre, il est totalement dans le rythme de Marty. Hein. La bataille est vraiment pas finie. Par contre, Victor Martins est en train de s'écrouler. Et en train de s'écrouler. Alors, il faut qu'il soit tracté par le DRS de Paul Aron. Hein. Il faut qu'il soit tracté. C'est un peu sa seule chance de résister face à Auger. Et face à Auger, après, il y a O'Sullivan qui a 1 seconde et demie. Puis, voilà, il y a une foule derrière. Il y a Miyata, Bortoleto, Verschoor. Ça va être compliqué. On aurait dû arrêter la course il y a 5 tours, je pense. Tout le monde aurait été content. Stanek qui rentre au stand. Il y a beaucoup de pilotes qui sont rentrés au stand. Les pneus tiennent pas. Gros blocage de roue de Victor sur le dernier virage. Il reste 3 tours. Qui sont longs ces tours. Qui sont longs. Alors Isaac qui a toujours le DRS hein, sur Pépé Marty. Mais je pense que ça va pas être possible de réattaquer. Là on nous montre vraiment le groupe Aaron Martins, Auger, O'Sullivan. Miyata, Bortoleto sur Miyata. Oh, c'est une belle défense, c'est une belle attaque, mais Miyata reste devant. Alors ça commence à faire bouchon, hein. Ça commence à faire bouchon derrière à la fois O'Sullivan et derrière Paul Aron. Est-ce que Auger va tenter sa chance sur Victor Martins? Non. ART a du mal avec ses nouvelles voitures, ouais. J'ai quand même un peu l'impression. En tout cas sur ce week-end, ils ont du mal. Hein, ouais. Auger prend 1 seconde et demie par tour à Victor Martins. C'est exceptionnel le graphique qu'on nous montre. Il prend 1 seconde et demie. Alors maintenant qu'il est bloqué derrière Victor, ça va plus le faire. Mais voilà, entre de la 5ème à la 11ème place, ça se tient dans un mouchoir de poche. Vraiment, Victor, il faut à tout prix qu'il reste dans le DRS de Paul Aron. Que c'est compliqué. Que c'est compliqué. Alors, il y a Auger qui ne prend pas l'aspiration de Victor Martins. Are we fighting or not? Because that didn't feel to me like no fighting. In theory, not. Attendez, Marty, il ose se plaindre du... J'ai l'impression Isaac Hadjar, moi j'ai l'impression qu'il l'a laissé un peu passer. Enfin, en tout cas, il voulait pas abîmer plus ses pneus, mais... Genre, Marty s'est senti offensé ou je comprends mal son message? Parce que pour moi, la bataille avait l'air très propre, même peut-être un peu trop propre, alors que Victor Martins va sortir du DRS. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle avec tous les pilotes derrière lui. Il y a Bortoleto en hard, je viens de le remarquer aussi, oui. Il y a Bortoleto en hard. Victor peut tout perdre sur le prochain virage, il reste 2 tours. Il y a Auger qui a le DRS derrière lui, O'Sullivan et Bortoleto. Martins qui va défendre, milieu de piste, mais Auger est déjà à hauteur à l'intérieur. Et Bortoleto qui passe O'Sullivan pour la 8ème place et qui va même peut-être passer Martins. Non, Martins ferme la porte agressivement, autoritairement dirais-je. Et Martins qui n'a pas le DRS. Il va tout perdre, il va sortir des points. Il va bientôt sortir des points, il retarde son freinage, il va essayer d'enrouler à l'extérieur, il faut tenir. Et ça va pas tenir malheureusement, Bortoleto passe, Martins tombe au 8ème rang, O'Sullivan est 9, Miyata 10, Miyata qui va insister sur Zach O'Sullivan, ça va pas passer. Et Richard Verschoor qui va en profiter peut-être pour prendre le meilleur. Zach O'Sullivan sur Victor Martins, le dépassement du Britannique sur son coéquipier français, c'est passé.
Aïe, 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 aïe. C'est très laborieux. Ritomo Miyata qui essaye sur Victor Martins. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Victor Martins est 9ème. Il a le DRS, oui, Victor, mais de toute façon, il va pas pouvoir revenir dans les points. Je vois pas comment, vu cette fin de course. C'est pas possible. Et Ritomo Miyata qui passe sans souci. Ah, je vous avoue, c'est dur de commenter ça. C'est dur de commenter ça en espérant que ça aille un peu mieux demain. Victor Martins 10ème et qui va même peut-être se faire passer incessamment sous peu par Richard Verschoor. Eh bien, alors ART va sauver un point normalement avec Zach O'Sullivan. Et c'est un peu tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent. Bortoleto qui met une grosse pression à Auger. Ouais, les pneus durs finissent mieux, hein, finissent mieux que les pneus tendres, c'est logique. Et voilà, Verschoor est passé devant Martins. C'est compliqué un peu, hein. Vous passez une bonne journée. Moi ça va, la F3 j'avais surkiffé. En vrai la F2 nous donne une de superbes batailles. Et Martins qui tente de réattaquer sur Verschoor, c'est plus pour l'honneur qu'autre chose. Martins pour la 10ème place peut-être. Mais non, au premier virage ça passe pas. On est dans le dernier tour, Isaac Hadjar à sa 4ème place sécurisée sans souci en tout cas. Mais derrière Pepe Marty, ça c'est pas positif. Après voilà, il a l'air d'avoir beaucoup galéré en fin de relais sur les pneus. Est-ce qu'il a trop attaqué il a peut-être sûrement, voilà, il a sûrement trop attaqué au début. Ça reste quand même un résultat positif. Et Zen Maloney qui a eu une victoire à la Lindblad de ce matin. Hein. Zen Maloney, 5 secondes d'avance, on le revoit en caméra embarquée justement, on l'avait oublié, hein, mais Zen Maloney est en tête avec 5 secondes d'avance sur Crawford. Crawford qui devrait garder sa 2ème place devant Marty Hadjar. Hadjar 4ème qui a 7 secondes d'avance hein, sur Aaron. Et O'Sullivan qui passe à Auger, les pneus durs de toute façon qui prennent le meilleur. Les pneus durs qui prennent le meilleur, donc pari partiellement réussi hein, quand même pour Zach O'Sullivan. Et du côté de chez ART, voilà, la stratégie en pneus durs avec O'Sullivan a mieux marché que la stratégie en pneus tendres de Victor Martins. Martins qui finira 11ème. Il est même plus dans la seconde. De Richard Verschoor. Mais pendant ce temps-là, c'est la victoire pour Zane Maloney. Première victoire en Formule 2. Il l'attendait après 4 podiums déjà. En Formule 2, première victoire pour Rodin depuis son nouveau nom. Alors que Bortoleto va essayer de doubler sur la ligne Paul Aron pour la 5ème place. Ça va passer pour Paul Aron qui va rester devant. Donc victoire de Zane Maloney devant Crawford, Marty, Hadjar 4ème, meilleur français, Aaron, Bortoleto, O'Sullivan, Auger qui prend le dernier point en 8ème position. Puis ensuite dans les places d'honneur, hein, on ne joue plus rien. Miyata, Verschoor, Martins, Correa, Maini, Antonelli. Antonelli qui est le premier des pilotes à s'être arrêté et qui a réussi à doubler Joshua Dirksen. Qui est le dernier des pilotes à ne pas s'être arrêté. Antonelli, Dirksen, Berman, Fittipaldi, Colapinto, Villagomez. Et on a les abandons de Roman Stanek, Taylor Barnard et Amaury Cordil. Antonelli a quand même mis 5 secondes à Berman sur le 2ème relais. Et pour moi, la course d'Antonelli est solide. Hein, est vraiment très solide. Hein. Après, je me doute que Berman a été un peu gêné, d'abord par Colapinto, puis après par Dirksen, là, sur la fin de course. Mais quand même, VMA a eu des dégâts où il a bouffé ses pneus. Pour moi, il a bouffé ses pneus. J'ai pas l'impression qu'il y a eu des dégâts, ou en tout cas, s'il y en a, je les ai pas vus, et on n'a pas vu de radio qui disait que j'ai des dégâts. Donc, pour moi, gros souci de la gestion des pneus. On revoit d'ailleurs Zach O'Sullivan, le déplacement de Zach O'Sullivan sur Denis Auger, c'était pour la 7ème place dans le dernier tour. Voilà, les pneus durs mieux conservés. Vu les écarts, si Préma s'arrête 2 tours avant, il pouvait rentrer dans les points. Ouais, mais non. Non, je pense pas. Je pense pas, puisqu'à ce moment-là aussi, leurs pneus tendres se seraient mis à se dégrader. Donc au final, je pense pas. Je pense vraiment pas. Pour moi, c'est juste Préma partait de trop loin pour espérer quelque chose. Et ils prennent ça comme une bonne séance d'essai pour demain. On rappelle, demain on sera en live dès 9h50 pour un live exceptionnel F3 et F2. On va enchaîner les deux courses toute la matinée. Alors, les horaires exacts, j'ai pas mon téléphone. Je suis monté sans mon téléphone, qu'est-ce que c'est que ça?
Écoutez, si quelqu'un peut donner l'horaire pour les feature race de demain. Dommage aussi pour Miyata qu'il ait raté son départ parce qu'il est vraiment bien revenu. Non mais ouais, c'est dommage de finir en 9ème. Alors après on sait pas, il y aura peut-être des disqualifications en fin de course, on ne sait pas comme il y a eu en qualification. Merci beaucoup le Geek Lambda pour le follow. Ouais, 10h et 11h30, j'étais pas sûr mais voilà, 10h pour la Formule 3, 11h30 pour la F2, nous on se retrouvera en live dès 9h50. Hop, on repasse ici. J'espère que tu seras en live aussi pour la F3 F2 à Melbourne. Non, enfin en fait je sais pas encore, mais c'est exceptionnel hein, pour moi que je fasse les lives de F3 de F2 parce que voilà, je suis pas chez moi, là je suis toujours chez mes parents, donc malheureusement voilà, je peux pas faire ça tous les week-ends. Voilà, peut-être qu'un jour la fibre viendra desservir mon logement, mais ce jour n'est pas encore arrivé malheureusement. En vrai, même si je suis très déçu du résultat pour Kimi, l'impression laissée est excellente et ce n'est que son premier week-end. Je suis d'accord, pour moi le seul point de comparaison possible c'est face à Berman, et sur ça il est au top. Donc voilà, j'attends beaucoup plus de choses au week-end prochain à Jeddah, où Prema n'aura plus l'excuse du circuit, ah ouais, ça fait, ouais c'est un circuit qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, dans Jeddah ils savent gagner dessus. Donc là il n'y aura plus d'excuses. Et ça va être très intéressant. Mais surtout, ce qui va être intéressant, ça va être la course de demain avec Gabriel Bortoleto qui partira en pole position devant Isaac Hadjar. Pour Isaac, va falloir un peu mieux gérer les pneus car sa course était superbe jusqu'au tour 13, 14. Et dès qu'il a passé Victor Martins, voilà, il a commencé à galérer sur les pneus et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Pepe Marty lui est passé devant. Ça fait tâche. Ça fait quand même tâche sur une première course. Mais pour moi, il y a plus quand même de positif que de négatif pour Isaac, au vu de la saison dont il sort. Là, vraiment, j'ai revu le Isaac de 2021 en Freca, de 2022 en F3. Et ça déjà, voilà, c'est bon signe de savoir qu'il est toujours parmi nous, qu'il ne nous a pas quittés. La course longue, ça va être de la folie vu ce sprint, je pense. C'est surtout, ouais, voilà, ça va être très intéressant de voir à quel point les pneus vont bien être gérés. Là, alors, en plus, les températures étaient plus basses. Les températures étaient plus basses vu qu'on était un peu au crépuscule, alors que demain matin, on sera de jour à Bahreïn, donc il va faire sûrement plus chaud, et donc les pneus vont se dégrader encore plus. Une stratégie à la Leclerc, à la Charles Leclerc 2017, est pas improbable hein, de faire 2 arrêts. On a vu beaucoup de pilotes faire un arrêt aujourd'hui sur la course sprint, ça n'a pas marché, mais quand même, je pense qu'il y a moyen que certains pilotes tentent un coup. Peut-être Zach O'Sullivan encore, ou voilà, tenter un coup et faire 2 arrêts. C'est pas impossible. Les nouvelles F2 ont-elles un impact sur l'usure des pneus? C'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire. En fait, de ce que disaient les pilotes, c'est que ça changeait pas grand chose sur les pneumatiques, mais par contre que les voitures pouvaient être beaucoup plus proches en termes de performance en combat rapproché et qu'il y avait des risques plutôt pour que le moteur ait du mal à se refroidir et qu'il puisse y avoir des surchauffes, etc. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas trop eu de soucis. Victor et Isaac battus par leurs équipiers rookies, ça la fout mal quand même. Ah oui, totalement. Totalement, mais pour moi, sur une course sprint, le but c'est de prendre des points, c'est de prendre des données pour demain. J'avoue que si Isaac gagne demain, je m'en contrefiche qu'il ait fait 4ème aujourd'hui. Donc voilà, ça reste quand même. Pour Isaac, je trouve que c'est un bon début. Pour Pepe Marty, c'est un début excellent. De toute façon, il n'y a aucun doute. Pepe Marty marque plus de points que Isaac. Et pour Victor Martins, par contre, c'est plus difficile de trouver du positif aussi parce qu'on avait beaucoup plus d'attentes sur lui. Il avait montré beaucoup plus de choses en 2023, donc là forcément il faut essayer de marquer des points. Là malheureusement, en partant 3ème, finir 11ème, c'est pas ce qui était attendu de toute façon. C'est pas ce qui était attendu, surtout pour un favori au titre. Demain, même s'il faut partir 8ème, il faut tenter un truc pour avoir des points, avoir des gros points si possible. Il va falloir tenter quelque chose, mais c'est vrai que Hart c'est compliqué là sur ce début de saison, mais ça reste Bahreïn, ça reste un premier week-end. Donc on va pas s'emballer et commencer à pleurer, je pense. Écoutez, on se quitte pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver évidemment sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok.
Et on se retrouve évidemment dès demain à 9h50 pour la course principale de Formule 3, la course principale de Formule 2 dans la foulée. Voilà, très très hâte. En tout cas, voilà, je suis déjà trop content que ça reprenne. Là, que ça reprenne, qu'on ait enfin des premiers résultats, des trucs à analyser, puisque j'en avais marre d'analyser les résultats de 2023 et de faire des pronostics avec au final très peu d'éléments. Mais voilà, enfin les choses avancent. Il y a des surprises dans les deux sens. Donc voilà, j'ai hâte de voir s'il va y avoir des confirmations, des gens qui vont décevoir entre la course sprint et la course principale. Ça va être très 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 intéressant. Et oui, évidemment, bonne qualification F1 à tous. Moi, je vais les voir un peu en différé pour les voir avec mon papa. Mais voilà, ça promet aussi les qualifs F1. On oublie Alpine et tout, etc. Mais voilà, ça promet beaucoup les qualifications de Formule 1. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi avec moi cette course de F3 ce matin, cette course de F2 cet après-midi. Et voilà, on se retrouve demain, 9h50, n'oubliez pas. Et voilà, bonne soirée, bonne qualification de Formule 1. Salut!